cher Carlo, est-ce qu'on peut dire, allez, mettons les pieds dans le plat, que Trump est fou? Alors, je n'ai pas un diplôme en tant qu'ancien interné des hôpitaux. Il est clair que je ne peux pas me prononcer, je dois m'abstenir. Mais c'est vrai que le contenu de ses propos, les derniers jours, révèle quand même quelque chose qui est assez intéressant. Je ne dirais pas que la folie soit l'animatrice du cerveau de Trump. Il n'en est pas moins que ses propos sont totalement dithyrambiques. Or, il est clair que quand on connaît, et je suis allé revoir quand même certaines de ses conférences où il explique la technique de communication, une des choses essentielles dans sa démarche, lorsqu'il faut mettre en difficulté son interlocuteur, mais ce fait partie aussi des grands principes de la communication, parfois, c'est de donner des informations totalement contradictoires et placer son interlocuteur dans une grande difficulté dans la compréhension des choses. Or, n'oublions pas que du fait qu'eux-mêmes ils disent d'être en guerre, il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a ce qu'on appelle la communication de guerre, qui n'a rien à voir avec la communication politique, la communication économique. Et mes propos sont extrêmement sérieux ce soir parce que, alors là, on voit les chaînes mainstream, Apolline de Malherbe et les autres, sont là à s'enchanter de l'opération récupération, sauvons le soldat Ryan. Ça, c'est le côté fun, le côté funky même, très à l'américaine. Il n'en demeure pas moins que la lecture que nous pouvons faire derrière les propos de Trump, et c'est peut-être ça qui est intéressant dans le cadre d'une émission comme la tienne et sur géopolitique profonde, qu'est-ce qui se cache derrière cette approche? Je voudrais simplement terminer sur un point qui me semble extrêmement emblématique. Aujourd'hui, M. Trump fêtait avec des enfants de familles amies et bourgeoises, qui le soutiennent, tous joliment habillés, les filles en petite robe rose, les garçons en petit costume, même s'il faisait 1m10, un petit costume. Et tout le monde était là, avec un grand lapin, avec Ivana Trump, splendide, naturellement, comme elle a toujours été. Et ce monsieur, il va commencer comme nous, une conférence de presse pour parler de la guerre. Et là, je dirais que, comme on disait, le choc de photos, le pouvoir de mots, c'était Paris Match. Et là, il y a un choc pour moi de l'image. Et il ose dire une phrase qui révèle quand même, je ne sais pas si c'est de la folie ou de la provocation, que les enfants en Iran sont heureux, tenez-vous bien, d'entendre les bombes qui tombent sur leur pays. Ils sont heureux parce que les enfants, théoriquement, arrivent à cerner et à comprendre qu'ils vivent dans un pouvoir monstrueux, et donc que tous les enfants, au lieu de manger et de chasser les œufs de Pâques dans le jardin, ils vont remercier l'Amérique. On est à ce niveau-là. Et on voit les journalistes et les gens de plateau qui sont là, en train de rigoler sur la présence du lapin à côté. Et chers amis, nous, on est ici, on a l'essence à 2,10 €, 2,20 €, 2,30 €. On a des gens qui sont partis tous beaucoup en week-end, moi aussi, pour chercher peut-être de changer un peu les idées. Il y a des millions de personnes en Italie, on remplit tous les hôtels, tous les restaurants. Mais nous, on n'est pas en guerre ici. Nous ne savons pas ce que veut dire prendre une bombe dans la gueule. Nous, on ne sait pas ce que veut dire être dans cette situation. Attention, l'Iran, et je le réitère en tant que juriste, en tant qu'avocat, est une victime, entre guillemets, d'une action entreprise par un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui viole les règles du droit de la guerre. Je le dis, ça n'a rien à voir, ce n'est pas politique. C'est le droit de la guerre. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de livres qui écrivent. Israël aussi avec. Mais non, mais là, on parle de Trump. Après, si on veut parler d'Israël, on parle d'Israël aussi. On est dans une violation totale. Et attention, quand on voit qu'on dit l'Iran tire des missiles, l'Iran tire des missiles parce qu'il a le droit de se défendre, et c'est le droit
de la guerre. C'est vrai. Cher Farid, quand tu as lu par exemple le texte, enfin le tweet de Donald Trump, enfin le message sur son réseau social, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis tiens, c'est les paroles d'un chef? Est-ce que tu dis tiens, c'est une blague? C'est les paroles d'un chef d'État? Enfin, c'était lunaire, quoi. Bien inspiré, celui qui pourrait écrire un livre sur toutes ces citations, contradictions et tout autre, on va dire, folie, parce que il en écrirait des tomes et des tomes. Franchement, moi, pour faire un parallèle, je comparerais avec l'empereur Néron, quoi. Pour moi, c'est catastrophique d'avoir un chef d'État à la tête de la première puissance militaire au monde et qui se comporte de la sorte. Il est totalement incontrôlable. La dernière fois, dans ton émission, j'avais dit que Trump fait du Trump. Effectivement, il continue, mais dans cette définition-là de Trump fait du Trump, qu'est-ce que ça veut dire? Il est en roue libre totale, hein. C'est-à-dire qu'il n'en a rien à cirer de la vérité. Il a tort dans tous les sens à son bon vouloir, à sa convenance. Pour lui, il doit vivre dans une réalité parallèle, c'est-à-dire qu'il nous a vendu la guerre des 12 jours en disant qu'effectivement, l'Iran avait plus aucune capacité nucléaire, tout avait été détruit et il fanfaronnait incroyablement. Ensuite, il a commencé cette nouvelle agression de l'Iran avec Israël. Et pourquoi ? Pour dire qu'effectivement, il faut éradiquer le plan nucléaire iranien. Mais je comprends pas, je croyais que c'était déjà le cas. Donc déjà rien que le postulat de départ de cette agression, elle ne tient pas la route. Et ensuite, pour moi, j'ai l'impression que Trump, c'est comme un enfant qui aurait entre les mains une mitraillette et qui s'amuserait avec et qui tirait dans tous les sens. Eh bien, c'est un petit peu ça. Et de voir comment il se comporte avec d'autres chefs d'État, et de la façon dont il parle d'autres chefs d'État, pour moi, c'est pathétique. Mais regarde. Comment il s'était comporté avec le chef d'État du Japon en lui parlant de Pearl Harbor. Il y a quelque chose qui... Enfin, il a oublié de consulter ses livres d'histoire. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il y aura... Attendez, mardi, ce sera à la fois la journée des centrales nucléaires et la journée du pont en Iran. Il n'y aura rien de comparable. 3 points d'exclamation. Ouvrez ce putain de détroit, bande de fous furieux, où vous vivrez en enfer, vous verrez bien. C'est pire qu'au fou furieux, la traduction. C'est pas fou c'est furieux. quoi C'est bâtard. C'est bâtard. Bon, c'est bâtard. Donc ça prouve effectivement que rien que sa plume déjà, ça prouve à quel point il est poétique comme homme. Voilà, que de poésie dans sa bouche, enfin dans ses écrits. Et c'est là que ça montre effectivement son niveau qui pour moi est ras des pâquerettes. Mais le tout c'est... Trump est fou, d'accord, c'est le titre de l'émission, mais est-il fou ? Quid des gens qui ont voté pour lui ? Sont-ils quelque chose de sensiblement différent autant plus fous que Trump? Parce que effectivement, Trump c'est quand même son 2e mandat et il s'était vendu comme étant soi-disant le chantre de la paix et que justement il allait faire en sorte de ne jamais déclarer de guerre. Force est de constater qu'il a complètement baratiné et que sa base même commence à se retourner contre lui. Et ça, il faut le voir ça au niveau des États-Unis, notamment tous ces rassemblements, des milliers, c'est pas des milliers, c'est carrément des millions de personnes dans les rues pour justement dire no king, pas de roi Trump. Donc déjà, même sa base commence à se retourner contre lui. Qu'est-ce que t'en penses, Charbel ? Moi, je n'étais pas étonné. Hein. Trump qui fait du Trump, hein. Il est égal à sa communication. On nous a toujours expliqué qu'il a gagné... C'est de la communication ou c'est une réalité ? C'est-à-dire que mardi, il va faire... il va le faire, bien sûr qu'il va le faire. Moi, je suis persuadé qu'il va le faire, d'ailleurs. Je veux dire, il n'a pas d'autre choix que de le faire, parce qu'il a été trop loin dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a avancé. Donc, soit il le fait, et là, ça va être une catastrophe, soit il le fait pas, et là, il va passer pour un con. Mais c'est pas la première fois aussi qu'il s'est contredit. Mais justement, il y a du nouveau, là. Là, il y a du nouveau, puisque les Iraniens ont proposé un cessez-le-feu, ils ont refusé. Donc là, quand j'étais sur la route, j'ai regardé un petit peu les news qui arrivaient de là-bas.
Moi, ce qui me choque pas, en fait, si tu veux, dans Trump, c'est que depuis le début, c'est comme ça. Même dans son premier mandat, la fameuse stratégie de la pression maximale sur l'Iran, comment il nous a fait passer pour des guignols, nous les Européens, quand il a quitté le fameux traité sur le nucléaire, et nous, on a décidé de rester malgré les États-Unis pour s'opposer aux États-Unis. De l'autre côté, on s'est retrouvé avec les entreprises européennes. On leur a demandé de vous inquiétez pas, continuer à commercer avec l'Iran. Ils ont fini par partir. Total a lâché quand même un contrat à presque 5 milliards, sans compter avant la BNP qui s'était fait allumer et compagnie. Moi, je pense que ce mec, contrairement à tout ce qui peut se dire, ils savent pertinemment ce qu'ils sont en train de faire. J'appuie pas du tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il faut pas qu'on les prenne pour des fous furieux ou pour des guignols ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'ils savent? Ça, je voudrais savoir. Parce qu'ils ont toujours agi comme ça. Ah non, j'ai jamais entendu un président américain dire des choses pareilles. Mais justement, la différence, elle est là. C'est que les États-Unis, moi, je rigole quand j'entends un ancien conseiller d'Obama, venir faire des leçons de morale sur ce qui se passe. Non, mais un ancien conseiller d'Obama. Obama, l'un des pires présidents américains, qui est responsable de millions de morts en termes de guerre. On est bien d'accord là-dessus. Et les mecs, ils viennent donner des leçons de morale aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que les États-Unis ont toujours agi ainsi. Oui, mais il y a un différentiel. Mais justement, j'y viens. Le différentiel, c'est qu'avec un mec comme Trump, qui est loufoque, qui peut avoir un aspect clownesque, un aspect... il fanfaronne, il humilie tout le monde, c'est que lui, il dit les choses comme ça, c'est son style à lui, mais tous les autres avant... Non, mais il y a un autre différentiel. Il y a un autre différentiel. C'est qu'avant, ils attaquaient la Syrie, l'Irak, la Libye, enfin, je sais pas moi, voilà. Là, ils attaquent un pays qui a quasiment 100 millions d'habitants et qui est beaucoup plus puissant que tout ce qu'ils ont pu attaquer auparavant. Même plus puissant que le Vietnam, dans lequel ils ont perdu d'ailleurs. Mais bien évidemment, mais c'est pas ce que je te dis. Je parle pas du fond du pourquoi, du comment ils ont attaqué. Là, on parle du style Trump. Est-ce qu'il est devenu fou ou pas? Est-ce que c'est ce fameux tweet, alors c'était même pas sur Twitter, c'était sur Truth Social. Moi, j'ai pas été choqué parce que ça colle parfaitement au style du personnage. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la même chose. C'est qu'il est en train de jouer avec les petits lapins à faire la chasse aux œufs et en même temps, moi, ça m'a fait penser à des personnages sombres dans l'histoire, si vous voulez, dans l'histoire. C'est-à-dire que les mecs qui jouaient avec les enfants, et de l'autre côté, il y avait le feu qui était... Tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis assis à la place de notre ami au bon tweet, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est docteur. Voilà. Il m'a envoyé un message, il m'a dit « Je te délègue ce soir le doctorat ». Donc, je le dis à tout le monde. Ce soir, c'est toi le complotiste. C'est moi. Voilà, c'est lui. Et moi, j'irai beaucoup plus loin sur certaines réflexions. Première, j'en ai 3 que je mets sur la table pour vous et pour tout le monde, en toute humilité. Première étape, il n'existe pas un être humain seul générateur de folie. Il y a toujours un homme, un leader, et d'autres personnes qui partagent certains points de vue. Je rappellerai à tout le monde que Hitler, jusqu'à 1938 à Munich, était magnifiquement accepté par la Cour européenne, la Cour mondiale. Et même les États-Unis. Je rappellerai qu'après le congrès de Munich, les gens sont rentrés aux États-Unis et le titre du New York Times c'était « Nous avons la paix ». Et Lord Chamberlain, invité à Buckingham Palace, sur le balcon, chose qui est rarissime parce que c'est un événement, pour saluer comme si, effectivement, et on avait lâché la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire qu'Hitler avait le droit, etc., une grande partie. Sauf Daladier en France, il a dit s'il savait dans quoi. Quand il revient. Nous sommes pour ça, on a les mêmes sources, ça c'est très bien. Premier point, je dis ça pourquoi? Parce que celui qui pense que Trump est un être libre, c'est une erreur gravissime. Le monde n'est pas tenu par des hommes politiques, le monde est tenu par un système, par un premier cercle, qui est un cercle de plutocratie, qui est... Pardon ? Non, continue. Non, mais c'est un point très important, parce que si on pense que Trump seul... Alors, réfléchissons sur des choses, et tentons d'élargir un peu la réflexion. Parce que sinon, on va parler des petits lapins, comme il le fait Apolline de Malherbe. Mais nous, on n'est pas là pour parler des petits lapins. Ça, c'est clair. Nous avons une sorte d'abstention mondiale face aux agissements de Trump. Mais ça n'est pas d'aujourd'hui. Non, mais c'est là, parlons de ce qui est en train de se passer depuis 37 jours, une abstention
totale. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ça qu'il faut savoir. Mais une abstention totale, c'est-à-dire que l'ensemble des États du monde sont silencieux. L'Europe, n'en parlons pas, l'Europe n'existe pas. Pour une fois, on pourrait quasiment se réjouir. Moi, je m'attendais que tout le souverainiste, tout le jour, fasse une vidéo sur YouTube avec un compte de champagne disant « L'Europe n'existe plus, ça y est, on a retrouvé nos États. » Parce que l'Europe n'existe plus. Je dirais une chose en plus. La Russie, elle est très heureuse. La Russie, elle est très heureuse pour plusieurs. Non mais, parlons de la Russie. Vous savez, on est quand même en train de parler au niveau économique et dans les couloirs, parce que quelques infos, on a encore quelques amis à Réaction 19 qui sont un peu dans les backstage, de aller récupérer le pétrole russe. Bien sûr. Ils ont maintenant les sanctions. Et là, Trump et là, Poutine attend ce qui va se passer, l'acte d'allégeance de l'Europe. Je terminerai sur le troisième point. Abstention mondiale. La Russie, pour elle, c'est très bien parce que l'Amérique, agissant comme ça, aujourd'hui, on ne peut plus dire Poutine est un fou furieux, malade, regardez ce qu'il fait, parce qu'on a l'autre, donc on a 2 malades, mais ils sont tous malades, donc il faudrait ouvrir l'hôpital Sainte-Anne et les interner. Troisième point fondamental. N'oubliez pas, chers amis, que la plutocratie mondiale a constaté quoi? Que nous avions atteint un niveau économique de blocage mondial. Quand vous prenez la croissance de l'Europe, 0,8% pour l'ensemble des pays de l'Europe, ça fait rire les poules. C'est les poules de ma copine qui me donnent les œufs quand je vais à la campagne, ils rigolent tous les jours. 0,8%, ça veut dire que là, on s'est déjà foutu, on n'est même pas 0,8%. Et la croissance mondiale, mis à part la Chine, qui a vu une baisse de 2 chiffres à 1 chiffre, parce qu'on parlait de 18, on est à 9 et 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une belle guerre pour que l'économie reparte. Ouais. T'es d'accord avec ça? Troisième point, à ne pas oublier. Je vois que t'as d'autres lignes de la tête là, Farid. Non, mais... En plus, tiens, Trump vient d'annoncer, là, maintenant, l'Iran peut tomber en une nuit, peut-être demain. Donc vas-y, d'abord, enfin bon, ça fait, ce que tu dis, et après... Ça fait plus d'un mois qu'il dit que l'Iran n'a plus de marine, l'Iran n'a plus d'aviation, l'Iran n'a plus de missiles, et puis à côté, il se prend, Israël compris, une déculottée. Donc bon, ce qu'il raconte, maintenant, il est plus du tout crédible. Et c'est là où, effectivement, sa parole ne vaut plus rien. Et en parlant de cercle, il faut voir aussi que Trump s'est débarrassé de certains de ses lieutenants. Voilà, ça aussi, il les a désavoués et il les a remplacés pendant ce conflit. Et pire encore, il a carrément désigné des responsables comme étant ceux qui lui auraient vendu une victoire rapide sur l'Iran. Donc déjà, ça frôle l'amateurisme. Mais effectivement, Trump fait du Trump. Mais si je reviens à son message initial, le gars quand même, il faut voir, on parle de folie, mais effectivement, il parle dans son message de crime de guerre. C'est-à-dire, il dit qu'il va exploser des ponts, infrastructures civiles, et des centrales électriques, infrastructures en droit de la civiles. guerre, une infrastructure. Non, ça veut dire qu'il faut prouver qu'effectivement c'est utilisé par des militaires. D'accord. Non, mais c'était moins d'apporter ces précisions, parce que sinon, on se comprend pas. Mais dans ce cas-là, dans le droit de la guerre, on peut dire oui, toutes les routes sont empruntées par des militaires, donc je peux raser totalement... Non, mais je suis d'accord, mais c'est un point, voilà. Le droit de la guerre est d'une extrême complexité, parce que c'est le droit de la guerre. Mais concernant les ponts et concernant les centrales électriques, à partir du moment où ça bénéficie aux civils, c'est un crime de guerre. Et si ça bénéficiait exclusivement aux militaires, là c'est autorisé, on va dire. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Pire encore, là où il s'est justement, il a pavoisé par rapport au grand pont, le plus grand pont d'Iran qu'ils ont explosé. Quel était l'intérêt? Puisque le pont n'était même pas fini. Il n'était même pas relié. Donc, il manquait. Voilà. Donc ça veut dire que c'était une infrastructure qui ne servait pas. Mais ils l'ont détruit, histoire de détruire. Ça prouve à quel point, mais on dirait que pour moi, ça frise la folie, justement. Quel intérêt derrière de se dire, je vais raser complètement tout ça. Et n'oublions pas aussi, maintenant, le premier jour de la guerre, ce qui s'est passé avec l'effondrement et le meurtre de ces centaines d'écolières en Iran. Ça, il faudrait qu'ils rendent des comptes.
Parce que soi-disant, derrière, oui, il y a une enquête, il y a Il y une a quand même enquête. un différencier Qu'est-ce entre le qu'il en est ? traitement avec M. Poutine et M. Trump, pour le coup. Mais c'est des hypocrites tous, Faut pas c'est oublier des monsieur hypocrites. Netanyahou aussi, Ah, quand même. oui, Monsieur bien Netanyahou. sûr, bien sûr. Bah, lui, il rentre exactement dans le même cas. Lui, non seulement il y a l'Iran, il y a Gaza, il y a le Liban. Lui, c'est combo, lui. Il y a quand même une chose importante. ah, Actuellement, on peut quand même pas dire qu'il y faudra ait faire des des attaques. faudra- Excusez-moi, Paris, d'un instant. Vas-y. Il n'y a pas d'attaque à Poutine. C'est-à-dire, depuis que Trump a mis en route la machine à con, eh bien, l'autre qui était le grand ennemi, pour le moment, et Zelensky qui va faire son petit sketch parce qu'effectivement, ils n'ont plus les milliards, parce que sa guerre est oubliée. Qui propose même des Ah, bah, bien sûr, bien Il sûr. prend 500 millions d'euros par jour, Poutine. Prend 500 millions d'euros par jour. L'Inde se met à racheter. L'Inde, en janvier, avait réduit drastiquement, suite à un accord avec les Américains, ses importations de pétrole russe. Ils ont renégocié avec les Américains et là, ils ont commencé à augmenter. Ils ont augmenté leurs importations. Rien qu'une société, là, il y a une société, je ne sais plus laquelle, j'en ai parlé tout à l'heure en vidéo, 2 millions à 2,2 millions de barils par jour. Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas oublier une chose, il faut regarder les chiffres des importations aussi du pétrole en Europe, des États-Unis. Plus 27% au mois de mars. Et pas au prix Et de comme je sais pas par quoi. hasard, après C'est le au Venezuela. prix du marché. Et après le Venezuela, faut pas quand même pas Le oublier. Venezuela. Mais- Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que tout ça, moi quand on me dit des guerres pour libérer les peuples, c'est des Ça existe conneries. pas, ça. Les guerres Les pour guerres sont libérer les économiques, peuples, ça hein. n'existe pas. Ça Les n'a jamais guerres libéré existent que personne. pour des intérêts économiques. Là, il y en a On deux voit qui que- sont en on train de voit s'en quand même foutre plein les fouilles. J'ai eu raison de mettre sur la table ces éléments. Bien Ah oui, sûr. mais Excusez-moi, on va pas. y venir, on Non, va mais y pas venir. parce que. J'ai deux vidéos aujourd'hui. Une, Trump est-il devenu fou? Et la Ah, première, quand même, t'as dit ça. pourquoi Vladimir Très bien. Poutine est le principal gagnant de cette guerre? Non, mais justement, c'est Deux là où- vidéos là-dessus et je balance les chiffres. Je Attends, peux vous vas-y, garantir, vas-y. c'est Attends, laisse-nous édifiant. finir ça. Vas-y. C'est édifiant. Trump, j'explique qu'il n'est pas devenu fou pour une raison qui est simple, c'est qu'il est en train d'appliquer la suite de son premier mandat. Et ce qui est en train de se passer avec l'Iran, dans l'esprit de Trump, ne date pas d'aujourd'hui. Il date des années 80. Il faut aller lire et écouter ce qu'il racontait déjà en Oui, 88. Et Poutine, pourquoi il se frotte les mains? Pour une raison qui est simple, c'est que les Européens vont venir par revenir lui bouffer dans la main, que ce soit pour le pétrole ou pour le gaz. D'ailleurs, ils avaient commencé pour le gaz. Il a dit, vous vouliez couper en 2027, je vais peut-être couper en 2026 parce qu'en Asie, ils payent plus cher. Ils en ont besoin. Mais justement, ce qui serait intéressant de voir, c'est toute cette partie économique et peut-être même certains, enfin possiblement, j'imagine, délits d'initiés. Il sûr. faut voir qu'effectivement, à chaque tweet, il y a du boursicotage de malade mental derrière En 2 et minutes, ce qui s'est passé. des gains de milliards et il s'est de passé quoi milliards. 6h59, Il tweet. 7h01. Trump envoie un tweet. Les marchés s'affolent. 760 millions de dollars en volume en 2 minutes. Ouais, qui se sont mis dans la Sur poche. le marché du pétrole, en pleine nuit, Ils je se crois, aux sont mis dans la États-Unis. poche. Donc, Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il dit exactement? Comment? Il dit quoi exactement? Suite à ce tweet-là? Non, Non, c'était un un autre tweet. tweet. Non, c'était un tweet, je sais plus ce qu'il avait balancé, et ça a fait, je crois Oui, que ça mais avait les fait- marché, dès que Trump dit bonjour, au mais revoir, c'est il ça, s'affole. c'est ça. Mais non, mais ça, mais c'est mais important, d'accord, Mike. c'est-à-dire que Mike. c'est prémédité. Mike, C'est-à-dire bien sûr. que Attendez, pas en même temps. non, Allez. c'est-à-dire que c'est prémédité. C'est-à-dire qu'il commence déjà à mettre en place les achats. Et lorsqu'il commence à balancer un tweet, tout de suite, ça va à la hausse. Et là, il balance la vente. Et c'est là où ils font des plus-values de fous furieux. Mais Et c'est là où il faut voir effectivement comment ça se fait qu'ils ont eu cette Pete Hegseth, information. C'est pire que ça encore. Ils ont eu l'information et effectivement, il Pete faudrait... Hegseth. Charbel après. Il faudrait Carlo. qu'ils mettent le nez dedans, brigade Personne financière mettra le dedans. ou je ne sais Personne quoi, mettra pour le voir dedans. effectivement, il y a énormément de délits Netanyahou, d'initiés. il a tué je sais pas combien de personnes au Liban là pour tuer Hassan Nasrallah en balançant des bombes de je sais pas combien de tonnes. Il y a eu 90 bombes. Ils ont mis 90 même bombes du de plusieurs phosphore tonnes qui blanc. ont été balancées sur une zone résidentielle tout en sachant pertinemment que ça fera 100% de dégâts collatéraux. Ça s'appelle, d'après Guillaume Ansel, qui est un expert, un ancien militaire, ça s'appelle un crime de guerre en droit de la guerre et Bien tout sûr. le monde en a rien à foutre Bien jusqu'à sûr. maintenant et puis là même encore aujourd'hui. Juste une dernière chose, Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la guerre, c'est plus à la défense, c'est à la guerre. D'ailleurs, on aurait dû s'en douter quand ils ont changé le nom au départ, hein, qu'il y avait Anguille sous roche. Le 27 ou le 26 février, 2 jours ou 3 jours avant l'attaque, il a mandaté un de ses proches conseillers pour investir, je crois que c'est 500 millions de dollars dans les actions, dans l'industrie de l'armement. Vous savez combien a pris l'industrie de l'armement en Non. quelques semaines là? Dis-nous. Entre 15 et 25%. Pete Hegseth, secrétaire d'État à la Défense. Ça veut dire que si personne ne savait
en extérieur, personne n'aurait dû savoir que ça allait attaquer. Donc c'est-à-dire que le mec, s'il a fait ça, c'est qu'il était, on est en plein délit. Carlo, tu voulais rebondir là-dessus? Je vais rebondir absolument, parce que là, on est en train d'aller beaucoup plus loin que ces plateaux de ces minables de journaux. Je le dis parce que là, je suis vraiment fâché de voir qu'il faut venir sur GPTV pour que les gens puissent avoir un peu plus de jugeote. Première réflexion, pour poursuivre les 3 points sur l'économie que nous avons développés et les conséquences qui en découlent. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut une chose qu'on ne dit pas assez, mais on peut-être ne le dit même pas. Est-ce que nous sommes, nous, en Europe, nous devons entrer à une économie de guerre, chers amis. Et je le dis à tous les gens qui nous suivent, mais ce n'est pas une question d'avoir peur. Économie de guerre, ça veut dire qu'il faut changer des habitudes. Vous ne pouvez pas partir en week-end de la même manière. Je rappellerai à tout le monde qu'en 1973, Crise pétrolière. non, il y a eu l'austérité. En Italie, on était confinés le dimanche, pour plusieurs dimanches de suite. On ne pouvait pas utiliser la voiture. Et c'était le dimanche, les gens sortaient avec le cheval. Je vous raconte ça. Pour rappel que nous avons vécu ça, on appelait l'austérité. Moi, j'étais jeune étudiant, j'étais au collège, en internat à Salus. Salus, c'est une ville du Piémont. Et nous sortions à pied le dimanche. Je rappelle ça. Ça veut dire que l'Italie a vécu, comme d'autres pays, comme la Grèce, l'austérité. La France, non. La France vous n'avez pas eu le confinement énergétique que nous avons connu en 1973. Oui, mais là, l'Europe l'a proposé. Et ça va revenir? Ah non, mais attention. Attends, mes chers amis, on a vécu le confinement, je vous rappellerai exactement le 16 mars 2020. Il y a 6 ans déjà. Hein. 6 ans déjà. Mais je vous rappelle aussi, et je regrette que je n'ai pas pu le retrouver là, mais si je suis encore invité ici, j'amènerai des extraits dans lesquels on parlait d'une guerre en 2026. On a parlé de guerre. Et je le rappellerai à tout le monde. Et quand moi j'en parlais en disant attention, ce n'est que le début d'un changement radical de notre vie en société. Vous avez voulu la mondialisation? Vous pensez que c'est un arbre de bonheur? Non. Vous allez connaître le pire. Et en 2026, nous sommes en guerre. Cette fameuse phrase que Macron a dite pour parler d'un virus, cette phrase-là, il faut l'utiliser aujourd'hui. La grande bascule aussi. Nous sommes en guerre. La grande bascule. Nous sommes en guerre parce que nous le sommes réellement. Et aujourd'hui, il faut changer notre manière de vivre, il faut modifier l'approche. Premier point, pour que on puisse bien comprendre que la guerre, elle est à quelques milliers de kilomètres d'ici. Hein. Moi, je me dirais qu'il faudrait surtout que la France change de partenaire, surtout, parce que effectivement, être accroché comme ça à un partenaire comme les États-Unis à l'heure actuelle, où j'aime bien le répéter, on commence depuis très longtemps, on a changé de bascule totale, où c'est le Sud global qui a pris le leadership mondial. Et ça, l'Occident a encore du mal à le concevoir. Donc, ils ont toujours le vieux logiciel qui s'imagine encore en tête on va dire en tête de peloton, mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Et la France, si elle continue comme ça à se traîner les États-Unis, ou être à la traîne des États-Unis plutôt, ouais. Franchement, il faudrait qu'elle commence à changer son fusil d'épaule. Il faudrait plutôt qu'elle regarde du côté des BRICS, où là, ça... en termes d'économie, c'est l'avenir. Alors, c'est l'avenir. Carlo veut... Vas-y. Tu viens de dire une chose, je suis tout à fait d'accord, mais c'est une manière de rappeler que De Gaulle, et quand les gens disent « je suis gaulliste », non, il n'y a pas un aujourd'hui qui fait la politique qui est gaulliste. Parce que De Gaulle voulait une Europe économique, une Europe, le cas échéant, mais d'abord économique. Il savait que le nerf de la guerre était l'argent, parce que c'était en politique, et il avait déjà les pressions de la plutocratie, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il est parti, parce que les Rothschild, il ne faut quand même pas oublier qu'il a remplacé, était le directeur de la banque Rothschild, de Pompidou, donc c'était pas... Et pareil, donc je veux dire, on a eu le changement. Et je termine sur ce point-là, qui est très important. Aujourd'hui, si les gens veulent redevenir des gaullistes, on comprenne une seule chose, que l'Europe, ce n'est pas le fédéralisme, que l'Europe, ce n'est pas la fin des souverainetés européennes, que la force de l'Europe s'est construite parce que, avant tout, les pays ont renforcé à l'époque leur souveraineté. Et en même temps que De Gaulle voulait une France forte, les autres pays se renforçaient. L'Italie s'inspirait de Gaulle. L'Allemagne, elle ne pouvait pas le faire parce que l'Allemagne était dans une
Deuxième Guerre avec toutes conséquences, tout en sachant que De Gaulle l'observait toujours de travers pour éviter qu'effectivement l'Allemagne puisse changer de fusil d'épaule par rapport à ce qu'était. Et on voit ce qui se passe avec le macronisme. C'est intéressant le cas de l'Allemagne, là, en ce Bien moment, sûr que le cas Pourquoi d'Allemagne. l'interdiction pour les des 18 à 45 ans de quitter le pays plus de 3 mois sans avoir une C'est pour cette autorisation raison que préalable. je suis en train de vous dire. Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les Allemands préparent déjà un conflit. L'Allemagne réarme et l'Allemagne Réarme. interdit à ces jeunes de quitter le territoire sans Attention, autorisation. l'Allemagne est en train de violer, Et ouais, justement, les est-ce que- accords qui est-ce étaient que signés les Allemands ont droit avec de la se faire armer bénédiction de de cette l'Europe. manière? N'ont pas le Est-ce droit. qu'ils ont droit Le traité n'a pas été dénoncé et le traité qui obligeait l'Allemagne à certaines limites en termes d'armes, en termes de blindés, d'avions, etc. Ça a été totalement. Et Merkel a parlé quand même. Pardon ? J'ai l'impression que c'est plus une posture de l'Allemagne par rapport à ce qui se passe plutôt qu'une réalité de marché et de terrain. C'est pour ça que tu as raison. Attention, En l'Allemagne, il faut. L'Allemagne, Il faut toujours. Ils sont en train de s'armer, mais on est encore très très loin. D'ailleurs, c'est bien ce que vous dites en termes Allez-y, de traité. concluez, on va passer à la deuxième partie. Allez, Effectivement, vas-y, conclue, en termes de traité, effectivement, ils essayent de dépasser peut-être ce qui leur est C'est déjà fait. autorisé. C'est déjà fait. Mais par rapport justement à cette Non, mais interdiction conclue, de 3 là. mois, Faut que je passe à la deuxième je pense partie. plus que ce soit une posture que ça va déboucher sur quelque chose de Merci, concret.